On va poursuivre la discussion sur ce qui s'est passé à Toronto hier avec Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Marcel, bonjour. Bonjour. D'abord, la police, elle avait parlé de tireurs actifs. Finalement, elle s'est rétractée pour évoquer un tir ciblé. C'est quoi la différence, finalement, sur le terrain en matière de panique puis de déploiement? Tireur actif, généralement, les policiers qui se déploient vont essayer d'entrer en contact directement avec soit les mouvements de foule ou soit avec des bruits qui ressemblent évidemment à des tirs. Oui. Donc, ils savent qu'il y a quelqu'un qui se déplace dans la foule et ils vont chercher à être en contact. Et c'est vraiment ce qui initie leur déploiement parce qu'on veut éliminer cette menace. Ici, on parle vraiment probablement d'une confrontation, d'une altercation entre deux individus. Donc, c'est très difficile pour les policiers parce que les deux individus, l'objectif, c'est évidemment de s'atteindre mutuellement avec des tirs, mais par la suite, ils vont rapidement dégager les lieux. Alors que le tireur actif, lui, son objectif est continu. Il va continuer à vouloir faire du dommage et blesser ou à la limite tuer des citoyens. Donc, il y a deux philosophies de déploiement. Évidemment, les policiers se fient aux témoins, se fient au mouvement de foule, se fient au bruit de tir, mais ça reste que dans le déploiement et dans le déplacement des tireurs, c'est différent. Donc, c'est comme ça, finalement. C'est avec le bruit, le mouvement de la foule, les témoignages, finalement, que les policiers peuvent déterminer, OK, il n'y a pas de tireur actif. Ben c'est ça. C'est-à-dire que pour le policier, lui, c'est vraiment de localiser les Ouais. lieux où tout ça se passe. Comme je le disais, une altercation entre deux individus, généralement, ça va être statique et par la suite, il va y avoir fuite des deux individus ou d'un des deux individus. Alors que le tireur actif, lui, va continuer à se déplacer. Pour les policiers, ben, ça complexifie la tâche. Il y en a un, ils vont vouloir rapidement entrer en contact avec lui parce que son objectif, c'est de blesser, tuer des citoyens. Alors que l'autre cas, l'autre scénario, ce sont vraiment deux individus et leur objectif réciproque, c'est de s'atteindre l'un l'autre. Évidemment, pour les policiers, c'est d'éliminer la menace dans les deux cas. Mais la réalité, c'est qu'il y en a un qui ne se déplace pas et l'autre va se faire sur les lieux. Mais les dommages collatéraux aux citoyens Oui, c'est ça. sont les mêmes. Sont les mêmes, dans le fond. On sait que les auteurs de la fusillade sont toujours recherchés. À ce stade-ci, finalement, quelles sont les principales pistes que les enquêteurs vont devoir tenter d'explorer pour les retrouver? Bon, tout d'abord, les témoignages des gens. Est-ce qu'on a vu qui étaient ces gens? Est-ce qu'on a vu leur direction de fuite? Est-ce que dans les victimes, parce qu'on sait qu'il y a des victimes quand même, des gens blessés, Oui. est-ce qu'il y a une des personnes qui était un des tireurs a été est une des victimes? Si oui, on va faire même si elle n'est pas décédée, on va faire quand même son profil pour essayer de voir est-ce qu'il y a des accointances avec des groupes connus si une des personnes blessées ou tuées est sur les lieux. Donc, on va chercher à faire un profil pour essayer de voir quels sont les groupes, quelles sont les revendications, le pourquoi de la fusillade et de l'altercation. Donc, l'objectif ici, là, on est dans une chasse à l'homme. Il y a deux aspects majeurs. Mm-hmm. D'abord, il y a une scène, en fait, il y a plus qu'une scène de crime. Il y a 3 scènes de crime sur les lieux. Donc, c'est tout le travail qui se fait sur une scène de crime. L'identité judiciaire, les photographies, la cartographie des lieux. Ça, c'est une chose. Après ça, il y a tout un aspect témoignage. Donc, on recherche des témoins de la scène. Il y a un aspect profil de victime. Donc, est-ce que les victimes étaient les gens qui étaient en altercation ou ce sont carrément des personnes innocentes qui ont été atteintes? Et on recherche vraiment actuellement à travers les vidéos. Donc, quand je parle de témoignages, je parle aussi de séquences vidéo qui ont été prises parce qu'on sait maintenant que les gens prennent beaucoup de vidéos. Est-ce qu'il y avait des vidéos qui prenaient, des vidéos statiques, s'entend, qui prenaient les lieux? Donc, on regarde pour voir si on est capable d'avoir des images qui nous permettent d'identifier ces gens-là. Et on est dans une chasse à l'homme. L'objectif, le troisième objectif, c'est vraiment de retrouver ces gens-là, de les arrêter
et de monter une preuve pour être capable de les traduire devant les tribunaux. Donc, 3 aspects. La scène, Oui. on a la chasse à l'homme et la cueillette d'informations pour être capable de développer une enquête sur le profil des gens qui ont commis justement ces altercations. Oui, et par rapport à la cueillette d'informations, les autorités ont demandé l'appel ou l'aide du public pour obtenir justement des vidéos de ce qui se serait passé. Ça peut représenter quoi comme travail, là, finalement, de recherche et d'étude de toutes les données reliées aux vidéos quand on fait un appel au public? Oui, ça peut être colossal. Ça prend une Oui. équipe, ça, qui est dédiée qu'à cette recherche-là, qu'à cette vérification-là. Parce que quand on fait un appel comme ça, il va y avoir énormément d'entrées d'informations. Et chaque information doit être vérifiée. Donc, quand on fait un appel au public comme ça, c'est chacun des vidéos. Les gens doivent regarder si dans leur vidéo, ils ont une séquence, une identification, un individu qui pourrait aider les policiers. Et par la suite, il faut regarder, comme je le disais, et analyser tous les vidéos sur le site. Mais on va aller beaucoup plus loin. On va aller chercher aussi les vidéos qui sont en périphérie du site. Parce qu'on veut voir, est-ce qu'on est capable de voir des gens qui répondent à une description qu'on aura eue, qui entrent sur le site et par la suite qui ressortent du site. Et en voyant ça, et des fois, on va aller chercher les vidéos en périphérie dans une distance de 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres autour du site pour être capable de voir et de faire un trajet sur l'arrivée et la sortie des gens. Et quand on est capable de faire le trajet, c'est parce qu'on est capable d'avoir de l'information. Est-ce qu'il y a un véhicule d'utiliser? On est capable d'identifier ce véhicule-là, que ce soit la marque, la couleur, la plaque? Est-ce qu'on est capable, avec certaines images très précises sur des coins de rue, d'identifier le visage des personnes qui conduisent? Vous savez, il y a des vidéos et des caméras partout maintenant dans les grands centres urbains. Donc, quand on arrive à un incident comme ça, l'accès à ces vidéos-là devient capital pour être capable de se faire une histoire et une chronologie dans tout ça. Oui, c'est vraiment crucial et comme vous le disiez, c'est un travail colossal. Hier, c'était aussi un énorme travail, je suppose, là, de sécuriser 13 000 personnes dans une rue qui est ouverte. On parle de quel défi logistique pour les policiers pour protéger une foule dense comme celle-là? Ben, vous savez, on se pose beaucoup de questions. Hein? Est-ce qu'on fait des sites fermés? Donc, un site fermé, c'est un site où chaque personne va être vérifiée et contrôlée à l'entrée. On le voit dans des événements, dans l'événementiel à l'intérieur. Donc, souvent, on va voir à l'entrée des tables des gens qui sont attitrés à la fouille, aux vérifications. Ça, c'est une chose. Mais quand on est dans des sites ouverts, ça devient très difficile. Ça prend des gens qui, à l'intérieur, des autorités policières, entre autres, des agents, qui vont être mobiles à l'intérieur des foules pour être capables de discerner, de distinguer des gens qui sont soit armés ou soit je recherche la confrontation. Ça, c'est une chose. Mais regardons un peu plus près. On a vu au Festival d'été de Québec, hier, entre autres, des images où on voit les policiers maintenant qui se présentent sur certains points de faction avec ce qu'on appelle des armes longues. C'est assez nouveau, ça, c'est de voir des policiers qui sont armés d'armes longues et qui ont une capacité de feu beaucoup plus grande que juste l'arme de service, le pistolet à la ceinture. C'est nouveau. Évidemment, ça frappe un peu l'imaginaire pour les citoyens, mais les policiers n'ont pas le choix de s'équiper comme ça parce que souvent, ils vont être confrontés à des gens, rappelons-nous, que ce soit en Colombie, en Californie, il y a des attentats et les gens en Australie, entre autres sur la plage, où les individus avaient des armes longues et avaient comme intention de blesser, tuer des citoyens. Donc, il faut que les policiers maintenant soient équipés pour être capables de faire face à ce genre de menaces. Mais évidemment, on n'est pas habitué encore. On est habitué à voir un policier, son arme de service à la ceinture, mais quand on voit un policier avec une arme longue de puissance en bandoulière, ça marque les esprits, effectivement. Oui, ça marque les esprits, puis on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment en sécurité? La réponse, c'est oui.
parce que ça ne veut pas dire, parce que les policiers sont équipés de ça, qu'il y a nécessairement une menace qui est active. C'est une Beaucoup prévention. plus préventif. Oui. Marcel Savard, vous êtes ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée.